Alors j'ai commencé le surf tout petit en Guadeloupe. Je suis né et j'ai grandi en Guadeloupe et mes deux parents sont surfeurs. Donc évidemment, ça s'est fait un peu assez naturellement. Et c'est un peu une histoire de famille, quoi. Mes deux parents surfaient, j'habitais en face de l'océan et du coup, tous les week-ends, c'était pique-nique à la plage, surf sur les planches des parents. Puis voilà, donc j'ai commencé à pratiquer comme ça. Et puis après en club, avec les copains, avec des professeurs, des gens qui t'apprennent un peu plus les bases, les techniques, tout ça. Et puis voilà, comme j'étais à fond dedans, que mes parents évidemment, ça tournait souvent autour du surf, donc je pratiquais beaucoup, etc. Et je commençais à faire des compétitions, et comme je me débrouillais pas mal, ça s'est fait en mode. J'ai commencé à rentrer dans un cursus de sportif de haut niveau, compétition. Donc j'ai intégré au début le pôle espoir de Guadeloupe, où il y avait une sorte de structure qui permettait aux jeunes de s'entraîner. Et ensuite, à 15 ans, j'ai aménagé en France. Donc j'ai quitté la Guadeloupe, j'ai laissé mes parents et ma petite sœur là-bas et je suis venu m'installer à Bayonne pour intégrer le pôle France Surf, où là c'est pareil, un centre d'entraînement qui existe toujours d'ailleurs, qui est géré par la Fédération Française de Surf. À partir de mon bac, en fait, j'avais des sponsors qui me suivaient et qui m'ont permis, j'avais fait des bons résultats en compétition, donc j'avais des sponsors qui me suivaient, qui m'ont permis de me lancer à fond. J'ai fait beaucoup de compétitions pendant longtemps. C'était hyper enrichissant par plein de. Voilà, ça m'a permis comment ça t'apprend une certaine rigueur, un certain sérieux, une certaine responsabilité, tout ça. Ça m'a fait voyager, ça m'a fait m'entraîner, surfer plein de spots différents, rencontrer plein de gens, donc je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que je me suis très vite senti un peu limité dans ma pratique, de faire que la compétition, le surf. L'océan et c'est vrai que le surf, il y a tellement plein de choses, à voir, tellement plein de choses à raconter, que juste d'aller à l'autre bout du monde, voyager, dépenser des fortunes pour aller, je sais pas moi, en Australie, faire une compétition, des fois tu perds au premier tour, ce qui m'arrivait régulièrement, et sur les circuits, sur les circuits WQS, circuits pro. Là en fait tu te dis pourquoi je fais ça en fait, ça rime à rien. J'ai surfé des vagues pourries, j'ai passé 10 jours de ma vie à aller au bout du monde pour dépenser je sais pas combien d'argent. Et en fait ça me plaisait plus, j'avais du mal à y trouver la motivation. C'est très dur déjà en termes de niveau, il faut un niveau de fou pour pouvoir espérer se qualifier. Donc en fait très vite moi je suis parti sur ma carrière s'est orientée vers le free surf. Donc c'est-à-dire que je faisais plus de compétition. Mais j'étais toujours professionnel puisque je suis payé par mes sponsors. Mais là, ça s'orientait vers du voyage, aller raconter une histoire, partir avec des photographes, des caméramans, aller faire un article sur telle ou telle destination, telle ou telle chose, telle ou telle vague, tel ou tel spot. Et voilà, c'est comme ça que ma carrière s'est goupillée en gros et je suis devenu free surfer professionnel. À la base, free surfer, c'était facile, il y avait plein de magazines de surf, la crise n'était pas encore arrivée. Donc en fait, on passait notre temps à se faire appeler par des photographes de surf, des magazines. On n'avait pas grand chose à faire en vrai, à part se pointer à l'aéroport, monter dans l'avion et puis surfer correctement là où on nous emmenait, quoi. C'était assez facile, c'était la belle vie, c'était top. Mais au fur et à mesure, ça s'est un petit peu développé vers un autre axe en fait, parce qu'il y a eu toute cette montée un peu du web 2.0, de tout ce qui est justement les réseaux sociaux, les plateformes comme YouTube, Vimeo, tout ça.
Et de plus en plus, les gens, les surfeurs, les riders, même que ce soit dans les autres disciplines aussi, ont commencé à créer leurs propres vidéos, ont commencé à devenir un peu acteurs de leur, comment dire, producteurs de leur propre contenu, quoi. Et du coup, voilà, ça a été un gros changement dans le free surf. Et au même moment, il y a eu un peu la crise, ça a resserré les budgets, etc. Donc ça a vraiment, c'est parti dans une direction complètement différente. C'est-à-dire que c'était à fond vers l'autoproduction, etc. Et ça l'est toujours. Aujourd'hui, il faut se démerder, il faut avoir des réseaux sociaux qui tournent bien, etc. Il faut communiquer, quoi. Et en fait, moi, je suis arrivé à ce moment-là et j'étais passionné de photos, de vidéos, j'adorais ça. Et j'avais l'habitude de voyager avec des photographes, des caméramans. Donc moi je m'intéressais, à chaque fois je leur disais ah putain c'est quoi cet objectif, ah c'est quoi ce caméra, ah comment tu fais ça, comment tu fais ci. Puis je me suis acheté un petit appareil photo, je prenais des photos au début, comme j'allais dans des endroits hyper beaux, où je passais voilà, du temps à surfer, à visiter, tout ça. Je prenais des photos, je documentais un peu mes voyages, mais plus pour moi, puisqu'il y avait toujours un photographe et un caméraman professionnel qui était mandaté par un sponsor, un magazine ou autre. Mais du coup, j'ai commencé à le faire pour moi. Et puis, au fur et à mesure, je me suis acheté de plus en plus de matériel. Et puis, j'ai commencé à me faire mes propres montages de surf quand je partais en voyage. Je me débrouillais à me faire filmer. Et puis après, je faisais mes montages, etc. Et ensuite, c'est carrément devenu un moment où je me suis dit, tiens, je pourrais aussi en faire un métier. J'avais envie de faire des films. Et je me suis dit, bon, c'est un peu le moment. J'ai pas mal de mes potes qui se font virer de leur sponsor, qui perdaient leur sponsor. Je me suis dit, ce serait cool d'apprendre d'avoir un métier à côté du surf. J'avais vachement de temps libre. Je me suis dit, bon, je vais un peu me former là-dedans. Je me suis formé sur le tas, hein, je n'ai pas fait d'études. Mais du coup, j'ai commencé à assister d'autres caméramans avec qui je bossais avant en tant que surfeur, mais qui avaient leur boîte de prod, donc je les ai aidés dans leurs projets, etc. Et j'ai appris, je me suis formé jusqu'à atteindre un niveau, disons, de professionnalisme. Voilà, comment dire, je peux prétendre maintenant à pouvoir réaliser des productions professionnelles, entre guillemets. Le surf m'a fait découvrir un peu l'audiovisuel, puis après l'audiovisuel m'a aidé à, comment dire, à développer ma carrière de surfeur, puisque ça me permettait de réaliser un peu mes petites productions surf, etc. Donc les sponsors étaient ravis. Et puis d'un autre côté, les plus beaux projets que je faisais, c'était quand je faisais un super voyage, que je faisais une jolie vidéo de surf, tout ça. Ça me faisait connaître en tant que vidéaste, entre guillemets. On voyait que, que je me débrouillais, que je faisais des trucs sympas, tout ça. Donc ça m'a apporté aussi de la crédibilité en tant que vidéaste. Et puis là, ça a été un peu le cercle vertueux, entre guillemets. Le surf m'aidait dans ma carrière de vidéaste et la vidéo m'aidait dans ma carrière de surfeur. Donc voilà, ça s'est plutôt bien goupillé. Et puis j'ai eu la chance par la suite de faire des plus gros projets. Mes sponsors ont commencé à avoir confiance en moi, en mes compétences aussi de filmmaker. Et du coup, je leur proposais des projets. Je leur disais, là, je vais partir à tel endroit avec un caméraman. Je vais réaliser un film où je serai protagoniste et en même temps réalisateur. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai pu réaliser pas mal de projets. D'abord de courts-métrages, puis de moyens disons, les moyens-métrages, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais des films de durée moyenne, et puis jusqu'au dernier projet, donc Water Get No Enemy, qui est mon premier long-métrage, il fait 47 minutes. 12-year-old kid have a firearm, 15-year-old kid have a firearm, and they believe that with that weapon, they have all the power. The way they were reacting, I haven't really seen anything that is so wicked during that time. A child will look at you and shoot you dead, and he will have no remorse. Alors, Water Get No Enemy, ça a été tourné au Liberia. Comment s'est retrouvé là-bas? En fait, j'ai Damien Castera, donc, qui est co-auteur du film, qui était mon partenaire pour ce projet. On voulait absolument faire un voyage ensemble et faire un projet de film ensemble.
Et lui aussi, il est surfeur professionnel, il est free surfer comme moi, il a une carrière un peu similaire. On cherchait une destination, un sujet, un truc à faire ensemble, un projet à faire ensemble. Et on était assez attirés par l'Afrique. Et en fait, un jour, il est arrivé avec une photo d'une vague parfaite. Il m'a dit, tiens, regarde, c'est au Libéria. Je lui ai dit, mais c'est où le Libéria? Il me disait, bah, écoute, je sais pas trop non plus. On a regardé, on s'est renseigné. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des belles vagues, que c'était pas connu. Il y avait déjà eu quelques reportages faits là-bas, mais c'était, disons, assez peu connu. Et en fait, l'histoire du pays était hyper forte. Tragique certes, mais forte. Et puis surtout, il y avait cette communauté de surfeurs qui sont, c'est des jeunes qui sont issus, enfants de la guerre. Il y en a qui sont nés après la guerre, mais dans un pays d'après-guerre. Pour certains, ils ont carrément vécu la guerre en tant que réfugiés ou même enrôlés en tant qu'enfants soldats. Donc on s'est dit, voilà, on va aller découvrir ces vagues au Libéria, découvrir ce pays. Et puis on va aller rencontrer cette communauté de surfeurs et raconter un peu leur histoire, les mettre devant la caméra, leur donner le micro et leur donner la chance de raconter un peu ce qu'ils ont vécu et le but c'était à travers ces témoignages-là illustrer un peu le renouveau du pays, montrer justement une phase positive. Mais il y a des enfants surfeurs, il y a des jeunes qui surfent, il y a un super mouvement il y a une vraie communauté qui se crée autour du surf, autour de l'océan. Donc voilà, on va y aller, on va montrer ça. On a eu quelques belles récompenses en festival, à Anglette, dans plein de festivals de surf, d'aventure, tout ça. Donc ouais, c'était cool. Moi, ce qui m'intéresse en tant que filmmaker, en tant que surfeur, réalisateur, c'est de faire des films qui sont un peu différents de ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est de faire justement des films et pas juste faire du surf porn, juste faire des images de surf. Voilà, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie qu'il y ait un message qui passe. C'est ça qui me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'essaie de faire des films qui sont un peu différents et de me démarquer par justement cette différenciation dans l'histoire, dans le storytelling, essayer d'aller à la rencontre de surfeurs qui m'inspirent, d'aller découvrir des endroits qui sont insolites ou de trouver des concepts créatifs, visuels, tout ça qui ont quand même un sens derrière, quoi. Et voilà, du coup, il y a eu ce projet au Libéria. Évidemment, il y a on va à la rencontre de surfeurs. Voilà, il y avait une aventure humaine hyper forte. Derrière, depuis, il y a eu le Covid, donc c'était pas facile. On n'a pas eu beaucoup d'opportunités de tourner et de voyager, de se déplacer, tout ça. Mais j'ai fait un projet qui s'appelle Shared, où l'idée c'était de surfer à plusieurs. Et c'était un peu aussi il s'est sorti fin 2020, donc c'est un peu, voilà, on a été tous enfermés, on a tous eu peur les uns des autres. Le Covid a été une expérience assez bizarre et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, ça fait un moment que j'avais ça en tête, je me suis dit, là c'est le moment de le faire. J'ai invité tous mes potes surfeurs, plein de potes qui sont dans le coin, qui sont surfeurs, qui ont un joli style, qui sont plutôt gracieux, tout ça, à venir surfer tous ensemble. Et on a fait que des vagues à plusieurs en fait. Et l'idée c'était qu'il y ait cette notion de partage et de communauté, d'être ensemble. Et du coup, voilà, ça c'est un projet qui est sorti l'an dernier. Je reviens juste, je suis rentré il y a une semaine d'un voyage à vélo. J'ai fait un mois de voyage à vélo de Biarritz jusqu'à la Bretagne. Ça aussi, c'est un projet qui est né un peu pendant l'ère Covid, pendant le confinement, parce que j'avais des projets de voyage qui sont tombés à l'eau
et je me suis dit, oh là là, ce truc, c'est parti pour durer, ça va être compliqué de voyager, qu'est-ce que je pourrais faire et j'avais fait un voyage en vélo il y a quelques années, et j'avais vraiment envie de le refaire, donc je me suis dit, je vais refaire ce trip en vélo, sauf que cette fois-ci, je vais en faire un documentaire. Et au fur et à mesure, l'idée un peu grossit et le concept c'est vraiment construit et créé. Et du coup, l'idée, c'était de partir, donc de faire un voyage surf à vélo, de le documenter, donc sur toute la côte atlantique française, et en même temps d'aller à la rencontre de surfeurs qui ont un parcours que moi je trouvais inspirant, et je me suis dit je vais aller à leur rencontre et je vais leur donner la parole et partager quelques moments avec eux, et puis en espérant être inspiré déjà, et puis que ça inspirera d'autres gens à travers le film, quoi. Et bien écoute, ça s'est super bien passé. on a fait un mois, on a eu des jolies vagues, que des super rencontres, et voilà, maintenant je vais attaquer la post-production du film là, et il sortira au printemps 2022. Du coup, là, c'est là où je mets toutes mes planches, j'ai mes combinaisons, j'ai des liches, des dérives, c'est un peu ma petite caverne d'Ali Baba. Voilà, j'ai un peu des planches pour toutes les conditions, quoi, des planches de petites vagues, des planches de vagues moyennes, des planches pour des vagues un peu plus grosses, un peu comme celle-là, qui est un peu plus grande. Et voilà, il y a plein de vieilles reliques aussi de mes voyages, de mes dernières aventures surfistiques. Regarde, ça c'est un bout de ma remorque qui est démonté, qui est plié là, avec les roues qui sont ici. Et voilà, c'est avec ça que je suis parti. C'est la remorque que j'ai mis derrière mon vélo pour ce voyage que j'ai fait jusqu'en Bretagne. D'ailleurs, j'avais cette planche là. Et voilà, c'est un peu tous mes petits trésors ici. Ce qui est marrant, c'est que ça, c'est le vélo que j'avais aussi la première fois que j'ai fait mon voyage en vélo là, en 2000, je crois que c'était en 2014. Donc c'était il y a 7 ans. J'avais fait un Biarritz-La Baule en vélo. Et là, cette année, quand je suis reparti, je me suis dit, bon, il était un peu tout rouillé, tout pourri, mais je me suis dit que, vu que l'aventure, c'était quand même de justement se déplacer différemment, et que le thème, c'était, il y avait une dimension écologique dans l'aventure, je me suis dit, bon, je peux pas acheter un vélo tout neuf, c'est pas possible. Donc je me suis mis la mission, j'ai tout retapé, je suis allé dans une asso, dans un atelier qui est à Bayonne, et en gros, je l'ai repeint, je l'ai démonté entièrement, et je l'ai tout remonté. Et du coup, il était comme neuf, tout nettoyé, tout cleané, tout ça. Et du coup, j'ai refait le même parcours avec le même vélo 7 ans plus tard. Et sachant que c'est un vélo de merde, c'est un vélo de base qui a rien de spécial. Mais c'est un fidèle compagnon de route. Il a tenu bon les 2 fois. Donc, le voyage, évidemment, permet d'élargir son champ de vision. Et oui, j'ai vu des endroits qui étaient touchés par la pollution ou par un effet néfaste du réchauffement climatique, du changement climatique. Mais en vrai, je pense qu'on est assez connectés aujourd'hui, et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour comprendre que c'est un peu la merde et qu'il faut bouger, qu'il y a une vraie crise environnementale. Donc oui, le voyage m'a aidé un peu, mais clairement, c'est pas parce que j'ai vu 3 bouteilles en plastique sur une plage à Bali que j'ai voulu avoir des engagements plus forts. Je pense que comme tout le monde, on voit des trucs à la télé, on entend des choses à la radio, c'est omniprésent aujourd'hui. Il n'y a même plus de doute sur le fait qu'il faut bouger, qu'il faut faire plus tous les jours. Donc voilà, moi, en tant que sportif, en tant que surfeur, mon plus gros challenge, notamment, c'est là où j'ai le plus gros impact, je pense, personnel, mon empreinte carbone individuelle la plus forte, elle est au niveau du déplacement, du voyage. J'ai fait des milliers de kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres en avion
une grandeur d'ordre, j'ai fait 10 fois, je crois que je suis allé 10 ou 11 fois en Indonésie, je suis allé 5 fois à Hawaï, je suis allé 4 fois en Australie, enfin, bref. Et en gros, le chemin dans lequel je suis aujourd'hui, c'est d'essayer justement de voyager moins, de voyager différemment, d'expérimenter justement des déplacements avec d'autres moyens de déplacement que l'avion. En gros, voilà, le voyage lent, le déplacement lent, comme en vélo, comme en voilier. C'est ce qui m'a motivé à faire ce voyage en vélo aussi, c'est de re-expérimenter ce déplacement lent en vélo, de prendre le temps de voyager, que le voyage en lui-même soit une expérience et pas juste, je monte dans un avion, je m'endors, je regarde un film et je me réveille, je suis en Indonésie et je surfe et puis je rentre chez moi d'un coup. Non, là c'est le déplacement le déplacement en lui-même, le voyage est une expérience. Et voilà, et en fait c'est un peu ça le but, c'est de changer de philosophie parce qu'au final, même s'il y a des prouesses techniques, même si un jour peut-être qu'on sera capable de se déplacer en bateau très très vite, ou qu'il y ait des avions j'en sais rien moi, qui marchent au prout de vache, ou j'en sais rien, dans tous les cas, on est de plus en plus nombreux sur la planète et il va falloir réduire notre consommation, que ce soit de voyage ou autre. Donc voilà, le voyage c'est pareil, il faut apprendre, il faut changer sa philosophie de consommation et du coup voyager moins, voyager plus lentement, voyager plus longtemps aussi. Parce que voilà, si on veut partir au bout du monde en voilier par exemple, si on veut aller, moi je viens de Guadeloupe, si je veux aller en Guadeloupe en voilier, bah déjà j'ai 1 mois pour y aller. Donc si je prends 1 mois pour aller en Guadeloupe, il va falloir que j'y reste au moins 2 mois pour amortir le déplacement, sinon ça rime à rien. Et si je veux faire le retour, bah, ça prend un autre mois. Donc en gros, si je veux faire un aller-retour en Guadeloupe, disons, et profiter de mon voyage, ce serait un voyage de 4 mois. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tous les jours. Donc peut-être que maintenant, au lieu de partir 3 fois par an à l'autre bout du monde, il vaut mieux partir 1 fois tous les 2 ans, mais faire un vrai beau voyage dont on se rappellera, un voyage dont on se rappellera toute notre vie. Et le voyage en vélo, justement, j'ai eu plein de rencontres j'ai fait plein de belles rencontres, et notamment avec des navigateurs, où justement je suis allé les voir pour leur parler de la voile. Si je veux continuer à voyager, je me suis dit que la voile, ça peut être un bon moyen. Donc j'apprends à naviguer, j'apprends à utiliser le vent pour me déplacer. Et voilà, il y a une école de voile à Saint-Jean-de-Luz et ça fait plus d'1 an que j'ai commencé à prendre des cours de voile. Et du coup, dans ce voyage en vélo, c'était aussi l'opportunité pour moi d'aller rencontrer des navigateurs et de voir un peu ce qu'il en était de la voile. Est-ce qu'il y avait justement des innovations dans la voile, dans les matériaux de fabrication, etc. pour avoir une voile encore plus verte. Et puis d'un autre côté aussi parler de la philosophie de la voile, du voyage à la voile. Et du coup c'était chouette de rencontrer ces navigateurs et d'avoir un peu leur point de vue par rapport à tout ça. Et justement, ils l'ont tous bien dit, en gros oui, on pourra peut-être se déplacer sur des cargos qui transporteront des passagers sur des foils où on ira à, je sais pas moi, à 100 km/h avec des voiles en carbone, certes, mais en attendant, il y aura une dimension qu'on pourra pas enlever, c'est celle de la sobriété, celle de juste moins consommer, ou en tout cas consommer différemment. Et voilà, donc c'était intéressant de l'entendre de la bouche de ces gens-là, et voilà.